Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans Temps d'antenne, votre émission dominicale qui vous est présentée, comme vous le savez désormais, tous les dimanches à partir de 11 heures par votre fidèle serviteur. Aujourd'hui, Temps d'antenne a l'immense plaisir de recevoir M. Hassan Samb, qui est un confrère, un journaliste, chroniqueur et surtout spécialiste des questions politiques. Monsieur Samb, bonjour et bienvenue. Merci d'abord d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Merci, Djibril. Bonjour d'abord à tout le monde. Et c'est un immense plaisir aussi d'être là, véritablement, ce dimanche, pour parler de l'actualité. Donc, vraiment, nous saluons tous vos auditeurs et internautes. Oui. Alors, nous allons débuter par l'actualité, comme vous l'avez si bien dit à l'entame de vos propos. Alors, on a constaté une chose, disons, horrible, le drame, le double assassinat à Thiès qui a concerné deux conducteurs de moto Jakarta, dont l'un a été victime d'une justice populaire. Il a été brûlé vif à l'aide de gasoil extrait de son propre deux roues. Et si l'on s'en souvient bien aussi, il y a quelques mois derrière nous, à Kaolack, pire, un linceul a été déterré et brûlé vif, soi-disant qu'il fut homosexuel de son vivant. Alors, ce sont des choses que l'on ne constatait pas dans la société sénégalaise. Nous étions vraiment connus à l'international pour notre stabilité, pour notre non-violence. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, qu'on puisse constater des changements aussi radicaux au sein de la société sénégalaise qui verse vraiment dans la violence? Et puis, on a vu aussi des manifestations d'ordre politique, certes, mais qui s'est soldée par plusieurs dizaines de morts. Alors, je pense qu'il y a matière à réflexion. Selon vous qui suivez l'actualité, qu'est-ce qui peut amener ce changement dans ce mauvais sens? Merci, Djibril. D'abord, commencerai encore par saluer la présidente, Coumba Gawlo, pour cet investissement dans la presse, saluer tout le personnel, la direction, les services, et vous saluer vous aussi et vous remercier pour votre marque d'intérêt à mon égard. Je dois dire que les histoires de violence, effectivement, sont malheureusement quelque chose qu'on observe de plus en plus au Sénégal, avec beaucoup plus d'acuité, évidemment, des règlements de compte, des agressions, des violences de toutes sortes, des violences politiques, mais des violences conjugales, des violences au niveau familial. Qui se soldent par des morts. Violences au niveau du sport, dès qu'il y a un combat de lutte, après il y a les agressions. Écoutez, c'est une société qui s'est beaucoup transformée. À partir des années 90, il y a eu des mutations fondamentales. Moi, je le mets sous le compte du fait que ce sont les référentiels qui ont changé. Le premier, c'est que le citoyen sénégalais est beaucoup plus conscient de sa citoyenneté. Voilà, les gens ont moins peur de l'autorité, par conséquent. Facilement, ils disent, oui, c'est moi qui a fait que vous êtes président, c'est moi qui vous ai élu, etc. Donc les gens se disent, bon, il n'y a plus de mythe vraiment de l'autorité, il n'y a plus de mythe de force de l'ordre, du gendarme, ce que Napoléon appelait la peur du gendarme. Il n'y en a plus. Donc les gens sont de plus en plus audacieux. Et véritablement pose de plus en plus des actes de violence. Alors, on peut également l'expliquer par le fait que ça, c'est des facteurs conjoints. Évidemment, il y a des pertes de repères, quelque part aussi au niveau culturel, religieux. Véritablement, là aussi, l'autorité familiale s'est effritée. L'éducation n'est plus ce qu'elle était. La référence, ce n'est plus le jom, le sutureux, le ngor, etc., mais c'est plutôt ce qu'on appelait les vertus cardinales. Aujourd'hui, c'est l'argent. Il faut réussir, il faut avoir l'argent. Coûte que coûte. Même si vous n'avez aucun diplôme, même si vous ne savez rien, même si vous n'êtes pas instruit, vous êtes adoré dans une société matérialiste pareille.
et vous êtes un peu considéré. Alors, du coup, comme tous ces référentiels ont changé, on s'achemine de plus en plus vers la justice populaire et ça, c'est extrêmement dangereux, comme vous l'avez évoqué tantôt pour le cas de Thiès qui a été le prétexte de cette discussion. Ce qu'il faut noter, c'est que d'important, d'ailleurs, dans cette affaire-là, en dehors de la mort des personnes que nous regrettons énormément, nous prions aussi pour le repos de leur âme, mais ce qui est à noter, c'est que la personne agresseuse était porteuse d'un bracelet électronique. Ah, Ah oui, l'agresseur était porteur d'un bracelet électronique. Autrement dit, il faut revoir le système. C'est pas n'importe qui qu'on doit libérer. Les multirécidivistes agressifs ne doivent pas bénéficier d'une libération de ce genre. Il et faut ce bracelet devait servir à à ce qu'il repérer. soit vu Oui, certainement, là où peut-être il qu'il est. il n'est pas sorti du périmètre, Ouais, mais il a agressé dans le périmètre. ok. Parce que le bracelet ne signale que quand la personne sort Du du périmètre. périmètre qui est indiqué. Alors, il se peut que peut-être qu'il n'est pas sorti du périmètre, mais en tout cas, on Donc le reste. bracelet ne règle pas tout. Non, c'est-à-dire on ne le décerne pas à tout le Il y monde. a des gens, il faut vraiment les avoir à Oui, l'œil, quoi. allez, les Ok. multirécidivistes, les criminels avérés, ceux qui ont des profils de criminels avérés, ça, on les connaît. Il faut des criminologues, il faut des gens pour définir des profils. Et le flair du policier est important, le flair du magistrat est important, mais il n'est pas toujours suffisant. Il faut des spécialistes, il faut des criminologues, il faut des psychanalystes, il faut des psychiatres, il faut des gens qui soient associés à la politique criminelle globale. C'est toute une Donc, chaîne. il faut toute une politique criminelle au Sénégal, allant dans le criminologique, allant dans le sens de doter la police scientifique de plus de moyens, ce qu'on appelle la criminalistique. Ensuite, vraiment doter les magistrats de beaucoup plus de formation en la matière, élargir le cercle des prisons et voir un peu comment effectivement aller vers des peines alternatives. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que les populations se disent que, bon, la police, la justice ne sert à rien, parce que si vous emprisonnez la personne, c'est juste pour 1 an, 2 ans, après elle va sortir. Vous voyez, donc les gens ont ces réflexes-là et vont se dire, bon, écoutez, donc dans ce cas, Ça ne sert rien de l'amener à la police. donc nous, on va se faire justice nous-mêmes, comme ça, il ne va plus agresser. Donc véritablement, je pense que c'est tout un travail qu'il faut faire, aussi bien au niveau de l'administration judiciaire, mais aussi au niveau de l'État en général, au niveau aussi des familles, au niveau de l'école, pour qu'on sache sa raison garder. Bien sûr. Évidemment, quand une personne commet un délit, il faut savoir l'appréhender s'il le faut, aider la police à cela, c'est bien, mais ne pas aller trop loin au point de devoir poser d'autres actes criminels, parce que ces personnes qui ont lynché devraient être également punies. Ah oui, C'est ça aussi la loi, ah oui. dans toute sa rigueur. Donc, voyez-vous, c'est une société en mutation, malheureusement dans le mauvais sens. Je me rappelle, nous, en 89, ça fait longtemps déjà, quand il y avait les événements de Mauritanie, une dame que beaucoup de Sénégalais spécialistes connaissent, c'est mademoiselle Michelet, qui nous faisait le cours de droit pénal et procédure pénale. Elle nous disait, une criminologue, cette dame, elle disait, ça y est, vous connaissez la violence maintenant, ça y est, vous êtes entré dans l'ère du sang, de la violence, et vous n'allez plus vous en sortir. Et c'est ce qu'elle prédisait. Oui, elle le prédisait en 89. C'est-à-dire quand on commençait à tuer les gens, les morts dans les boutiques. Il dit, ça y est, maintenant que vous connaissez le sang, vous n'allez plus reculer. Et véritablement, je pense que ça s'est observé. Ça, c'est vérifié. Voilà, on banalise aussi la mort. C'est-à-dire que le Sénégal aussi, in fine, il y a cet aspect qui est extrêmement important à relever. On a banalisé la mort. Voilà, pour tuer quelqu'un, c'est rien. Pour voir un cadavre, c'est rien. Pour que quelqu'un soit mort, bon, on prend son thé. Hein. Ah bon, il est Alors mort. qu'à l'époque, Oui, oui. On dit tel est mort, il dit ah bon, on prend son thé, quoi. On sirote sa boisson, ça ne dérange personne. Oui, donc de plus en plus, on a banalisé aussi la mort. Et ça, ce sont des facteurs conjoints donc, qui font qu'on devrait davantage réfléchir effectivement à des solutions. Parce qu'il faut s'adapter aussi. La criminologie, le crime est en train de connaître une mutation. Mais aussi, donc la répression devrait connaître également la même forme de mutation. Pour être au même niveau. Effectivement. D'accord. Alors, on va parler maintenant de nous, de la presse. La journée sans presse a vécu, c'était le 13 août passé. Ça se fait rarement dans le milieu journalistique. On a eu une journée sans presse en 2004.
avec quand on avait appréhendé Madiambal Diagne sous Si, Wade. si, je me rappelle bien. On l'a eu aussi en 2021, lorsque notre confrère Boubacar Kambel-Dieng a été frappé lors du match Sénégal-Libéria avec le correspondant de West Africa. Ouais. Alors, depuis lors, ça fait 16 ans, on vient de connaître une nouvelle journée sans presse. La journée sans presse a vécu. Pourquoi quelqu'un, un organe qui pèse dans la presse, où beaucoup de journalistes qui ont pignon sur rue en ce moment ont fait leur bagage là-bas, à savoir Walfadjri pour ne pas le nommer, pourquoi Walfadjri n'a pas fait acte de solidarité avec la corporation? Bon, c'est une question à laquelle peut-être seuls les gens de Walf peuvent véritablement répondre, surtout le président directeur général qui a dû prendre cette mesure. Il est évident que souvent, quand les PDG prennent des mesures, ils ne se concertent pas avec le personnel. Ce sont des mesures unilatérales. Les raisons avancées officiellement, le premier jour, il a dit qu'il approuve, comment dirais-je, La journée. la journée. Oui. Il approuve la démarche, non, pas la journée. Hein? Il approuve les revendications. Il est solidaire des revendications, mais il n'approuve pas les méthodes. Donc, il n'approuve pas la journée. Ah oui. C'est-à-dire c'est les méthodes qui sont décriées, pas les soubassements, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les gens ont organisé cette journée. C'est les méthodes. Il pense que, voilà, les raisons avancées également. Il dit, le PDG, que le droit à l'information du public ne devrait pas souffrir effectivement des revendications. L'information aussi, c'est un droit. C'est ce qu'il a dit. Évidemment, bon, c'est discutable à mon avis. C'est son point de vue, mais qui est discutable. À mon avis, tant que la presse est divisée, elle est faible. Il faut aller vers une unité. À mon avis, c'est mieux. Si vous vous désolidarisez, vous faites remarquer négativement, et ce n'est pas forcément dans le bon sens. À mon avis, les patrons de presse se sont radicalisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit, réécrit, ils ont voulu se faire entendre, ils ont voulu avoir une audience pour discuter. Je pense que les autorités ont fait la sourde oreille. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont fait pression de cette manière pour que les autorités puissent leur ouvrir la voie aux négociations, et c'est ce qui a été fait. Vous voyez que tout de suite, en Conseil des ministres, le président de la République a réagi favorablement. Donc, c'est ce qu'il faut éviter également pour les nouvelles autorités. Qu'il faille en arriver à des bras de fer de ce genre, que vous tapiez sur la table pour qu'on vous écoute. Or, quand quelqu'un dit « j'ai des problèmes, Monsieur le Président, mais je voulais en discuter avec vous », mais je pense que le mieux, c'est de le recevoir. Maintenant, si ce n'est pas pour dire « bon, je ne veux pas payer des impôts », non. Aucun patron de presse n'a dit, à ma connaissance, que je ne veux pas payer d'impôts. Tout le monde sait que c'est la loi. Maintenant, comment les payer pour des entreprises qui ne sont pas forcément solvables, parce que pratiquement beaucoup sont... Et qui ont des arriérés aussi. En cessation de paiement, voilà, pour ne pas dire en faillite. Beaucoup d'entreprises de presse ont des difficultés financières énormes. Et du coup, quand les gens ont des difficultés de ce genre pour un secteur aussi névralgique que la presse, avec ses missions régaliennes de services publics, notamment pour ce qui concerne, comment dirais-je, le renforcement de la démocratie, il est important, extrêmement important, que les autorités fassent de l'accompagnement. Maintenant, pas pour exonérer forcément le paiement d'impôts, mais juste pour discuter, pour voir des possibilités de moratoire. S'il faut respecter tout le code de la presse, je suis d'accord avec le président de la République, il l'a dit en Conseil des ministres, il faut respecter tout le code de la presse. Ça, c'est, si vous voulez, une sorte de colibé qui a été lancé au patron de presse, parce que le patron de presse, comme vous le savez, tout le monde ne respecte pas forcément la convention collective interprofessionnelle pour ce qui concerne les statuts des journalistes. Nous savons que là aussi, il y a la précarité. Il est évident que les autorités, c'est l'occasion de dire au patron, écoutez, moi, je veux bien vous accompagner, je veux bien vous aider, je veux bien vous même appuyer du point de vue de la fiscalité, mais s'il vous plaît, régularisez vos journalistes, s'il vous plaît, versez-leur des cotisations sociales, s'il vous plaît, mettez-leur des contrats à bonne due forme, s'il vous plaît, faites de la cotisation sociale, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est une manière pour l'État d'avoir une mainmise dans le fonctionnement des entreprises. Mais c'est normal, parce que l'État ne peut pas laisser faire. Vous savez, dans un pays normal de démocratie, on ne laisse pas n'importe qui faire n'importe quoi. Il y a des règles. Les règles, il faut que tout le monde s'y conforme. C'est ça. Maintenant, ce que disent certains
du régime en disant oui, bon, on devrait faire plutôt la grève pour que les jeunes reporters puissent avoir des droits. Mais tout ça, 26% d'entre eux n'ont pas de contrat de travail en bonne et due du forme. alors, ça veut dire quoi? Il faut régulariser ces 26% et arriver à un stade, un niveau où on ne doit plus développer une concurrence déloyale. Parce que dans le secteur aussi, il y a beaucoup de concurrence déloyale. N'importe qui peut se lever, entrer dans sa chambre, créer son petit truc, voilà, soi-disant organe de presse qui n'en est pas un. Là, vous concurrencez des gens qui ont du personnel, qui ont des charges, et après, c'est là où il y a des difficultés. Oui. Mais tout ça, on peut le régler en discutant. Et l'autre aspect, c'est la publicité, l'accès à la publicité, l'accès à Il y a eu des contrats qui ont été rompus brusquement. Oui, oui, des conventions rompues par des services publics. Est-ce qu'ils ont été attribués dans les règles de l'art? Oui, mais dans tous les cas, quelle que soit la manière, c'est que c'est quand le DG signe, c'est légal. Mais quand la pub a été attribuée de manière illégale, est-ce que l'État aussi... Non, non, il n'y a pas une pub qui est attribuée d'une façon illégale. Un président directeur général dans une société a le droit de signer des conventions avec n'importe quel organe. Il n'est pas astreint à une obligation d'appel d'offres en la matière. S'il y a une règle pour dire que si vous devez faire des conventions, vous devez faire un appel d'offres, il n'y en a pas. Le directeur apprécie du point de vue commercial. Tout le monde sait que c'est peut-être du point de vue politique. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est un secret de politique. Ah, ouais, nous ouais. le savons tous, n'est-ce pas? Mais c'est un droit du PDG aussi. C'est comme quand lui, le président de la République ne doit pas nommer ni d'offre ou qu'il faut. Oui, mais c'est son droit. Vous ne pouvez pas lui dire, vous ne pouvez pas nommer telle personne. Et c'est la même chose pour le PDG. Un PDG, il donne une convention à qui il veut. C'est la loi. Dès que la convention est signée, elle ne peut pas être rompue d'une façon unilatérale par le nouveau DG, sauf, bien sûr, il faut regarder les dispositions de la loi. Si vous regardez les dispositions de la loi, de la convention, parce que c'est une convention. C'est une convention. Un accord. Oui, oui. C'est-à-dire un accord. Oui. Maintenant, ça engage la société. Pas le PDG, mais la société. La société. Parce que le PDG signe au nom de la société. Ouais. À partir de ce moment-là, quelles sont les règles? Si vous le rompez immédiatement, quels sont les effets? Est-ce que la personne peut vous poursuivre pour véritablement rupture abusive de contrat? Ça aussi, c'est des considérations dont il faut tenir compte. C'est extrêmement important. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas les rompre. Mais je ne dis jamais, le raisonnement juridique, c'est pas, ils ont été attribués d'une façon illégale. Non, ce n'est pas attribué d'une façon illégale. Vous pouvez me dire d'une façon illégitime. Parce qu'il y a une différence entre légalité et légitimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... on a tenu compte peut-être des critères politiques, des appartenances familiales, des histoires de proximité, d'acquaintance. Tout ça, nous le savons. Ça existe, n'est-ce pas? Mais écoutez, bon sang, le DG, il est DG, il choisit. C'est à lui que revient... Pour signer un contrat avec une société de presse, pour ma communication, qui est un budget de com, mais je peux aller dans n'importe quel organe que je veux. Ça, il n'y a pas une règle spécifique. Il n'y a pas de soupçon de marché de gré à gré. Non, 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 du tout. C'est pas ce genre de considération. Pour maintenant certains d'autres types de contrats, oui, vous êtes astreint à des appels d'offres, ça on le sait. Il y a des normes. Vous faites un appel d'offres pour des fournisseurs, etc. Bon, oui, mais ici, non. On est dans une situation de communication. Vous pouvez le confier à n'importe quelle entreprise. Maintenant, on peut regarder. Donc, l'État n'aurait pas dû rompre ses contrats. Non, l'État ne peut même pas rompre ses contrats. C'est un abus de langage. Ah oui. En réalité, c'est les nouveaux DG qui sont installés qui ont rompu. Ah, ok. L'État ne peut pas. L'État n'a pas signé. Ouais. Donc, ce sont les nouveaux DG nommés par le président Diomaye Faye qui ont rompu ces contrats. Là aussi, ça entre dans le cadre de la légalité puisqu'ils sont DG. Oui, oui, mais vous ne pouvez pas rompre le contrat de façon abusive. Et les contrats ont été rompus de manière abusive. Oui. Okay. Et maintenant, quelle est la suite? Ah oui, la suite, c'est que la personne peut vous attaquer en justice ou négocier un arrangement pour un dédommagement. Vous avez écho de quelques organes qui ont réagi comme ça? Non, pour le moment, non, mais ils peuvent vous solliciter leurs avocats. C'est-à-dire, en fait, souvent, parce que les gens n'ont pas la culture juridique pour comprendre certaines choses. Mais il y a des règles. Quand il y a une convention, c'est un accord entre une société et une autre société. Le nouveau DG s'installe, il considère que ce contrat ne l'arrange pas, mais le contrat n'était pas arrivé à terme. Peut-être que c'était jusqu'en 2025, peut-être que c'était déjà en 2030. Oui, il était en cours d'exécution. À partir du moment où vous le rompez d'une façon unilatérale, vous devez payer des dommages et intérêts. Soit d'une façon consensuelle, vous discutez, vous trouvez un terrain d'entente, soit au niveau du tribunal.
lui, il constate la rupture par voie d'huissier et fait une plainte pour rupture abusive de contrat. Alors, le CEDEPS, Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, c'est lui c'est cet organe qui est à la base du mot d'ordre, disons, de la journée sans presse. Alors, beaucoup de Sénégalais ne le connaissent pas, hormis les journalistes. Alors, à partir de cette journée, quelle est l'image que le CEDEPS va se faire, disons, de lui-même? Est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il est un cadre qui fédère les journalistes? Est-ce qu'il est un cadre qui a montré son aptitude à parler au nom des journalistes et à prendre des décisions radicales et qui soit suivi des faits? Alors, là aussi, il y a beaucoup d'amalgames. Mais le CEDEPS, c'est les patrons de presse. Donc, c'est le conseil Les membres sont des patrons de presse. C'est des patrons de presse. Les patrons de presse ne sont pas des journalistes, forcément. Oui. Beaucoup de patrons de presse ne sont pas des patrons. Il y en a aussi. N'est-ce pas? Ouais. C'est des investisseurs dans la presse. Et ça ne fait pas d'eux des journalistes. Ça, c'est un. Alors, ce CEDEPS-là travaille dans le cadre d'une organisation beaucoup plus grande qu'on appelle la CAP, la coordination des associations de presse. Là, c'est là où il y a maintenant des journalistes. Dans la CAP, il y a le Synpics, il y a les jeunes reporters, il y a les associations de journalistes qui sont avec l'association de patronat et qui travaillent la main dans la main. Okay. Maintenant, il y a des problèmes spécifiques au CEDEPS, les éditeurs et diffuseurs de presse. Ça, par exemple, ce problème-là, le problème de la fiscalité, ne concerne pas les journalistes. Mais quand les patrons ont des problèmes, les journalistes sont souvent solidaires parce que quand ça ne marche pas dans l'entreprise, le journaliste ne peut pas s'épanouir. Et les techniciens. Ils sont liés. Ils sont liés. Vous avez compris? Ça, c'était un problème des patrons. Mais ça devient un problème des journalistes. Parce que quand les patrons ferment le travail, arrêtent le travail, les personnes ne peuvent plus travailler. Les répercussions. Voilà. D'ailleurs, la preuve, ils n'ont pas signé la CAP. Cette fois-ci, dans le communiqué, on ne signe pas la CAP, on signe CEDEPS. Or, juste depuis quelques années, on ne signait que la CAP. Mais le CEDEPS a pris ses responsabilités cette fois pour dire que c'est nous. Ça ne concerne pas les journalistes, mais c'est nous. Ça ne concerne pas directement. Mais la journée a réussi quand même. Mais c'est une réussite, bien sûr. Non, comme jusqu'à plus de 90%. Est-ce que le CEDEPS n'a pas ravi la vedette à la CAP au cours de ce... Mais non, parce que le CEDEPS est membre de la CAP. Oui. Donc, elle ne peut pas ravir la vedette à la CAP parce que ça n'intéressait pas directement la CAP. Et elle se dit, c'est un combat des patrons. Ils se sont dit, c'est le combat des patrons, on va le mener. Aujourd'hui, ils vont se réunir d'ailleurs pour faire l'évaluation de la journée. C'est vendredi. Bon, je dis aujourd'hui. Donc, ils se sont réunis vendredi pour faire effectivement l'évaluation de la journée. Mais ce qui est clair, c'est que pourquoi le CEDEPS n'est pas bien connu? Il était déjà géré par Madiambel Diagne, tout ça. Il y a aujourd'hui par Mamadou Ibra Kane, dont les journaux ont été arrêtés pour défaut de possibilité de continuer du fait de cessation de paiement. Sunu Lamb, Stade faisait partie des meilleurs quotidiens. Et qui étaient sportifs. Ils ont annoncé leur fermeture. Ils sont sportifs, rien de politique. Rien de politique, ils sont sportifs. Mais ils ont arrêté parce qu'ils ont des difficultés. Donc, Mamadou Ibra Kane, c'est des gens très sérieux. Ils ont des problèmes dans le cadre de leur travail. Ils n'ont pas besoin d'être connus par le public, non, du tout. C'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est discuter avec les autorités du tutelle, discuter sur le fond avec les associations de journalistes s'il y a des problèmes et voir un peu les solutions à leur apporter. C'est un peu une sorte de syndicat des patrons, si vous voulez. Le public, le grand public n'est pas leur... C'est leur dernier... Mais donc, quel est le cadre qui représente véritablement les journalistes? C'est la CAP. En ce moment. La CAP. La CAP. La CAP qui réunit le Synpics, la Convention des jeunes reporters, le CEDEPS, c'est la CAP. Et également l'association que dirige Lissa Faye, c'est-à-dire la presse en ligne. C'est différentes associations qui sont dans le cadre de la CAP. Cette entité-là
effectivement, voilà, c'est une entité beaucoup plus grande qui concerne toute la corporation et qui se préoccupe maintenant des questions essentielles. Par exemple, quand il y a, si vous voulez, menace à la liberté, supposons, comme à Pape Alé Niang, l'affaire Pape, c'est la CAP qui signait. Ouais. Quand il y avait menace sur un journaliste, c'est la CAP qui signe. Mais ici, c'est les patrons qui ont tenté de joindre le gouvernement, c'est les patrons qui ont fait leur réunion, c'est les patrons qui se sont démerdés, qui n'ont pas pu régler le problème, qui sont partis en mouvement. Et Donc, qui, c'est suivant l'origine du problème que la CAP si, ou le CEDEPS agit. est en première ligne. Oui, parce que C'est parfois, ça. le SYNPICS peut agir seul. Ouais, ouais. Par Et- exemple, si le SYNPICS doit mener des actions contre un patron de presse, il ne peut pas engager le SYNPICS. D'accord. Parce que le Bien sûr. CEDEPS ne sera pas Bien solidaire. sûr. Vous voyez un peu? Oui. C'est-à-dire, on peut être ensemble pour un travail commun, comme on peut se diviser Mm. et avoir chacun selon ses objectifs, son travail à faire. Alors, mais la politique du tout fisc qui semble être le cheval de bataille des nouvelles autorités depuis l'avènement de la dernière élection présidentielle, alors peut-elle prospérer au Sénégal? Parce qu'on a vu des entreprises qui menacent de fermer, certaines même ont fermé, alors que l'emploi est peut-être l'argument principal qui a fait que Diomaye et compagnie, le président Diomaye et compagnie, soit aujourd'hui au pouvoir. La politique du tout fisc, vous le jugez comment? Écoutez, Djibril, je vais vous révéler Mhm. une technique de finances publiques, une réalité des finances publiques que nous avons apprise. La fiscalité ne peut pas manquer dans un pays. C'est ce qui fait fonctionner un pays. Mhm. Mais trop de fiscalité tue l'investissement. Comment? Si vous pompez trop d'impôts, ceux qui ont investi vont souffrir et ceux qui n'avaient pas investi n'auront plus courage d'investir. Parce que vous, Mais cet argent qui est pompé, il va où? oui, oui, il va à différentes tâches, je l'ai dit, Ça au construit salaire, les ponts, ça et le augmente les salaire. salaires, ça. Ouais, Mais donc, si les gens voient mais que le ouais, fait de payer le fisc aussi revient oui, il faut payer, mais je dis, Mm. j'étais en train de raisonner, je Oui. dis, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à 40%, c'est comme on nous l'avait expliqué comme une montagne. Le fisc est bon, vous l'avez dit, c'est pour payer les salaires, les investissements, les ponts, les trucs, les autoroutes, tout ça, c'est bien. Mm. Mais vous montez jusqu'à un certain niveau. Si vous continuez à hausser le fisc, Mm. ce qui va se passer, c'est que vous n'allez plus monter, vous redescendre de l'autre côté. C'est-à-dire que le pays va commencer à avoir des problèmes à tous les niveaux du point de vue de l'investissement. Et au lieu de gagner de l'argent, vous allez en perdre. Au lieu d'avoir, par exemple, 10 sociétés qui fonctionnent, il ne vous resteront que 5. Vous comprenez? Mhm. À partir de ce moment-là, seuls 5 paieront des fiscs. Là où, au moins, vous pouvez vous arranger à avoir 7 ou 8. Mhm. Peut-être 2 seront un peu défaillants. Mais si vous faites trop de pression fiscale, l'investissement est découragé. Les investisseurs risquent de fermer. Les entreprises ferment. Ceux qui n'avaient pas investi et qui voulaient investir vont hésiter à le faire. C'est pour ça que la pression fiscale ne doit pas être trop élevée. Et Mhm. tout ça, nous tous, nous avons... En ce moment, elle est trop élevée, oui ou non, à votre avis? Non, elle n'est pas trop élevée. Parce qu'on n'a pas émis de nouvelles règles fiscales. Il n'y a pas de nouvelles règles. Tout ce qu'ils ont demandé, c'est l'application des règles existantes. Mais les gens parlent d'acharnement fiscal ouvertement. Non, mais c'est par rapport aux organes de presse. À l'égard de qui, ne l'oubliez pas, il y avait une décision d'exonération fiscale. C'est ça, c'est le point de discorde. Verbal, mais pas écrit. Oui, mais écoutez, la parole du président de la République, ça vaut quand même de l'or. Je vous l'ai dit. On a vu la parole du président de la République se Non, dire je dis à normalement. plusieurs Je fois. dis normalement, en principe. Parce que Ouais. même moi, en tant que chef de famille, Ouais. quand je dis quelque chose, je ne Mm, vais pas y revenir. mhm, Vous comprenez? C'est mm. des questions de principe. Le président Macky Sall avait promis une exonération fiscale. Après, les nouvelles autorités sont revenues sur l'exonération parce que même si c'était écrit, les nouvelles autorités pouvaient revenir sur ça. Ah, ouais. N'est-ce pas? Mhm. C'est leur droit. Bien Mais sûr. en y revenant, ils ont tapé sur la table en disant, vous allez payer.
Et non seulement ils ont dit vous allez payer, mais le fisc a introduit des ATD, avis à tiers détenteurs, qui bloquaient les comptes des entreprises de presse, systématiquement. Certains en ont parlé, d'autres n'en ont pas parlé. Mais Qui beaucoup, bloquent les comptes. ouais, Quand les on comptes. fait un Ouais, ouais. ATD, quand on fait un ATD, toutes les banques dans lesquelles vous avez un compte sont Ça obligées veut de dire que vous êtes dans l'incapacité de récupérer votre argent. non, c'est fini. Ouais. Vous ne pouvez plus faire d'opération dans vos comptes. Parce que vous devez de l'argent à quelqu'un. C'est ça l'ATD. Extrêmement efficace en matière de recouvrement. Mais à partir de ce moment-là, c'est là où on parle de pression. Mais ce n'est pas qu'il y a de nouvelles règles. Il n'y a pas de nouvelles règles fiscales. Les règles sont là depuis longtemps. Eux, ils ont trouvé les règles. Tout ce qu'ils demandent, c'est que les règles soient appliquées. Mais les règles aussi, les patrons de presse ne disent pas non. Mais ils souhaiteraient également, au regard de la nature de leurs entreprises, qui n'est pas une entreprise comme les autres. Lucrative, quoi. C'est pas vendre des mangues ou faire des jus, c'est pas ça. Ou je sais pas moi, vendre des arachides, c'est pas ça. Ou faire des tissus, des textiles, des chaussures. Non, C'est pas purement commercial. c'est une entreprise de presse Ouais. avec ses spécificités et qui font qu'effectivement, même si la loi doit s'appliquer, elle doit s'appliquer en tenant compte de ses spécificités. C'est ce que les entreprises, certainement les patrons de presse, voudraient dire au président. Ouais. Pas exonération, non. Le président a déjà dit qu'il ne fera pas d'exonération. Parce qu'il a dit, jamais, je l'ai écouté, il dit, par exemple, la clinique fait un travail sensible. C'est sauver des vies. On ne leur a pas fait d'exonération. Pourquoi en faire à la presse? C'est le raisonnement de Diomaye, non? Ouais. Écoutez, mais il avait commencé par dire que nous tous, nous sommes victimes d'une déformation professionnelle. En quoi faisant? En réalité, c'est parce que c'est des fiscalistes, Ouais. c'est des inspecteurs, c'est pas des... Ça aussi, ça joue dans leur, Mais dans leur comportement il a de tous les reconnu, jours. il a reconnu, Ouais. c'est ce qu'il appelle la déformation professionnelle. C'est-à-dire que c'est parce que les inspecteurs Ils ne d'impôts, tolèrent pas que quelqu'un ne puisse pas pour payer. eux, l'impôt, c'est sacré. C'est parce que c'est des inspecteurs. C'est même pas des contrôleurs, c'est des inspecteurs. Okay. Pour qui l'impôt est sacré. Il ne faut pas y toucher. Pour eux, l'État ne peut pas vivre sans impôt. Tout ça, je comprends, hein, je ne dis pas non. Tout ça, certainement, les patrons de presse le comprennent. Mais malgré tout, à mon avis, il faudra aller discuter avec eux pour voir les modalités. S'il faut régler une partie de l'aide à la presse, une partie de l'aide à la presse peut servir à recouvrer la dette fiscale. Tout ça, c'est des discussions. Au lieu de donner tant de milliards à la presse, vous divisez par deux, vous prenez l'argent, vous épongez une partie des dettes fiscales de la presse, mais tout ça, on peut le discuter, n'est-ce pas? C'est des engagements comme ça qu'il faut trouver, mais en discutant. D'accord. En faisant des propositions. Chacun peut venir à la table de discussion, chacun vient avec des propositions. Okay. Mais donc, c'est ce qui a posé problème à mon avis, et que je n'approuve pas, c'est la rupture de la discussion. La discussion ne devait jamais être rompue. Ouais. C'est là où il y a maintenant un problème. C'est là où ils ont tapé sur la table, c'est là où ils en ont arrivé à une journée sans presse. Alors, on va maintenant disons, aborder la politique pure et dure. Vendredi passé, le 16 août, donc, ou le 17 août, il y avait l'Assemblée nationale s'est réunie en session plénière pour modifier son règlement intérieur dans le but de permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de faire ce qu'on appelle la DPG, déclaration de politique générale. Il y a beaucoup même de langues qui disent que même si on modifie la loi, Ousmane Sonko n'est pas encore prêt pour venir devant cette 14e législature, parce qu'il y en a qui se disent que il y a une chose qui est en mutation, laquelle c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. On avait fait distiller une information comme quoi le président Bassirou Diomaye Faye avait saisi de manière supposée ou réelle le Conseil constitutionnel pour leur demander quelle est la bonne date pour dissoudre l'Assemblée nationale. Va-t-on vers une dissolution de l'Assemblée nationale avec tout ce que l'on voit? Bien évidemment, je pense que la dissolution, c'est la meilleure chose à faire pour le régime. Maintenant, évidemment, ce n'est pas la meilleure chose pour les finances publiques. Une élection, ça coûte trop cher. Bon, mais à l'état actuel des choses, il est difficile de maintenir une Assemblée nationale comme ça.
Parce que gagner l'exécutif, c'est bien. Nommer des gens, le ministre, le président, tout ça, c'est bien. Mais si on n'a pas la majorité à l'Assemblée, on ne peut pas faire avancer les réformes. Il faut aller vers la dissolution, même si c'est coûteux. Et pour cela, je pense que, vous l'avez dit tantôt, la modification du règlement intérieur, c'est une procédure normale. Pas forcément seulement pour que le Premier ministre puisse faire sa déclaration de politique générale, non. On modifie. Ça s'inscrit dans la durée. On modifie pour que le règlement intérieur soit adapté au fait que le poste de Premier ministre a été réintroduit dans la Constitution du Sénégal. C'est tout. Mais les députés ont été élus pour un mandat de 5 ans aussi. Oui, 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 mais on peut dissoudre. Au-delà de 2 ans d'exercice, selon l'article 87 de la Constitution du Sénégal, l'article 87 dit, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, le président de la République peut dissoudre le Parlement. Donc, selon vous, cette Assemblée n'est pas prête à accompagner l'exécutif en cas de prise de décision majeure dans les orientations de la nouvelle équipe gouvernementale au pouvoir? Oui, elle est prête, comme elle l'a fait. Il y a eu quelques temps. Comme elle l'a fait vendredi, par exemple. Ouais. Elle est prête. Uh-huh. Mais c'est risqué. C'est risqué. C'est risqué Oui. pour un régime. Si vous venez, la preuve, je vous donne un exemple. La motion de censure, vous pensez à la motion de censure? Oui, entre autres. Quand le Premier ministre arrive, on peut présenter une motion de censure et faire. Qu'est-ce qui peut être la question qui peut vraiment les diviser, l'Assemblée, Non, le les législatif et l'exécutif? Les questions politiques, pures et dures. Uh-huh. Imaginez-vous si le régime commence à arrêter des gens, des caciques de l'ancien régime. Ouais. Mais la tension va monter. Et les députés qui seront à l'Assemblée, qui sont majoritairement de Benno, vont commencer à se radicaliser par solidarité aux gens arrêtés. Exemple. Mm-hmm. Imaginez-vous si Diomaye veut instaurer la mise en place d'une haute cour de justice pour juger des ministres. Il faudrait passer par l'Assemblée. Et qu'eux, ils refusent. Mm-hmm. Imaginez-vous si Diomaye voudrait dissoudre le Haut Conseil économique, social, environnemental, le Haut Conseil d'équité territoriale. Mm-hmm. Il faut passer par l'Assemblée. Mm-hmm. Et que l'Assemblée refuse. Comme elle a refusé le débat d'orientation budgétaire de Cheikh Diba. Mm-hmm. Ça commence mal. Donc, pour plus de sécurité, il faut dissoudre. Ah oui. Vous vous rappelez en Guinée-Bissau, je donne un exemple. Nous n'avons pas le même régime présidentiel. Mais en Guinée-Bissau, pendant des années, entre Domingo Chimenez Pereira, le président de l'Assemblée nationale, et le président José Mario Vaz, ils étaient à couteau tiré. Ouais. Et jamais on a voté budget à l'Assemblée. Les gens sont restés comme ça, divisés, jusqu'à l'élection de Mbalo. Ça a duré des années de blocage. Mais le Sénégal est connu comme étant un État de longue tradition démocratique. La preuve, pourquoi Cheikh Diba n'a pas présenté son débat d'orientation budgétaire pour préparer la loi de finances? L'Assemblée a dit non. Quand il y a la guerre, c'est fini les protocoles là. C'est fini ça. Ce que vous dites là, c'est quand il y a la paix. Mais quand on prend ton ami, ton cousin, ton voisin, ton frère de parti, on le met en prison, ça commence à chauffer. Mais la dissolution aussi, n'est-elle pas un peu risquée? Parce que ça fait 4 mois que Ousmane Sonko et Diomaye, leur équipe, oui, sont au pouvoir, sont aux affaires, ils sont arrivés aux affaires, ça c'est certain. Et maintenant, on les a vus à l'œuvre. Est-ce que l'engouement électoral qu'il y avait lors de l'élection présidentielle est toujours de mise au sein des populations? Est-ce que c'est sûr qu'ils vont rafler, c'est-à-dire Pastef et les siens, la coalition Diomaye président, si jamais elle est remise en marche? Est-ce qu'elle est en mesure, cette coalition, de rafler d'un seul coup, comme la fois passée avec l'élection présidentielle à un seul tour? Est-ce qu'elle est sûre d'avoir plus de 100 députés, d'avoir la majorité, vraiment une majorité écrasante à l'Assemblée nationale? Y a-t-il pas un risque de ballottement comme ça s'est vu lors de la dernière élection présidentielle? Il y a des gens qui commencent à se décourager. Ça, c'est un peu de la météo politique. Se faire un peu de guissané, c'est pas exact. On peut faire que des approximations. Il est clair que, comme vous l'avez dit, les élections législatives ne sont pas des élections présidentielles.
les 54%, il ne faut pas croire qu'on les Ça va aura revenir. aux législatives. Les élections seront différentes. Vous avez commencé à gérer certainement, il y a certains qui sont découragés, d'autres sont dubitatifs. Vous avez peut-être des talibés fidèles, entre guillemets, talibés, Oui. des inconditionnels Mhm. qui croient en vous, mais pas tout le monde. Si c'est pas les 54%, c'est pas des pacifiés seulement. Mm. Vous voyez, donc, tous ces paramètres font qu'effectivement, il faut faire attention à ce type d'élection. Mais dire qu'ils sont sûrs d'avoir tel, ça, on ne peut pas savoir. Ouais. C'est au Sénégal de le dire. Ouais. Mais on peut penser, en tant qu'analyste, qu'il faut prendre cette élection avec beaucoup de sérieux. L'organiser avec beaucoup de sérieux. Éviter les dissensions dans la coalition présidentielle. Diomaye président. Commence entre Il y en a, hein? Mamadou Lamine Dianté Ouais. et Aïda Mbodj. Ouais. Cheikh Dieng qui va se prononcer, qui s'était prononcé vendredi sur son limogeage, Mhm. était dans la coalition. Mhm. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les effritements vont continuer. Et il faut éviter les mécontentements. Quelle sera l'attitude du PDS dans tout cela? Est-ce qu'il y aura une intercoalition? Le faiseur de roi. Oui. Et quelle sera l'attitude de Khalifa Sall, ainsi de suite? On ne sait jamais. Donc, il y a une reconfiguration qui va s'opérer. Il y aura des batailles politiques de terrain qui vont se faire. Mm. Les débats seront houleux. Vous serez comptable pratiquement de ce que vous avez déjà fait, surtout sur le côté négatif, avec des nominations à problème. Et tout cela peut faire que votre électorat pourrait s'effriter. Mais est-ce que ça va vous pousser à perdre? Non, je ne crois pas. Pour une raison très simple. On ne peut pas aussi joxe bopp pour la main. C'est-à-dire, si vous leur ôtez Mm. la majorité à l'Assemblée, vous leur donnez un prétexte. Ils vont se dire, de toute Vous ne façon, nous avez pas tout donné, on voulait, raison pour laquelle nous ne pouvons on pas. voulait gérer le pays, mais vous ne nous avez pas donné l'occasion. Mais est-ce que, je vous prends au mot, M. Samb, Oui. est-ce que le fait que l'électorat de Pastef, entre guillemets, s'effrite lors de cette élection, est-ce que ça ne peut pas être un marqueur fort, c'est-à-dire fragiliser un petit peu leur pouvoir? Ils vont se dire que les premières décisions qu'on a eu à prendre en tant qu'exécutif ne sont pas certainement du goût des populations, et là, ça commence à hésiter. Est-ce que ça ne peut pas constituer un début de fragilisation du régime? Ah oui, ça commence. Hein. Que voulez-vous? Au début, il y a l'engouement populaire. Après, ça s'effrite. Que voulez-vous? Jusqu'en 2029, il restera certainement peu de gens. Hein. Ah Et, oui, ils resteront une partie, oui, de l'électorat, oui, mais pas tout le monde. Hein. Que voulez-vous? C'est-à-dire que quand vous gérez le pouvoir, c'est facile d'être dans l'opposition ah et ouais, critiquer. C'est même exaltant comme tâche de faire de faire des lives. des propositions, surtout quand vous avez une horde d'insulteurs là, Mm. prêts à s'acharner sur les gens. Mm. C'est facile, vous croyez un roi. Mais regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux en Afrique subsaharienne où on commence à traiter Ousmane Sonko de tous les noms d'oiseaux Mhm. aujourd'hui. Et bizarrement, c'est lui qui est attaqué. Ce n'est pas le président Ouais, de la ouais, République, quand même, qui définit la politique de la ouais, nation. parce que, Lui, il est plus ou moins épargné. Pourquoi? ouais, Comment parce que expliquez-vous ça? c'est le Premier ministre qui communique mal. Dès Qui qu'il parle, communique trop ou qui communique mal? mais tous les deux communiquent trop et mal. Parce que chaque fois qu'il parle, il commet des erreurs. Donc Diomaye se porte mieux au pouvoir que Ah, Ousmane Sonko. Diomaye est tranquille, hein? Mhm. Il a un fusible, quoi. C'est le Premier ministre Mhm. qui prend tout sur son dos. Maintenant, c'est à lui de revoir sa communication. On ne peut pas parler. Mais à quand Ousmane Sonko doit se retirer pour laisser Diomaye Il ne nommer? va jamais se retirer, il est le Premier ministre. C'est lui qui coordonne l'action Non, gouvernementale, non? on peut changer de Premier ministre. Oui, bien sûr, mais voilà, il ne va pas le faire. Mhm. C'est les liquider Mhm. politiquement. Diomaye ne va pas le faire. Mhm. S'il le fait, il est évident que voilà, il y aura des conséquences graves. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il doit améliorer et harmoniser sa communication gouvernementale. La communication gouvernementale qu'on a confiée à notre confrère Mam Gorgom, que nous félicitons d'ailleurs, Mhm. et à qui nous souhaitons plein succès, c'est à Mam Gorgom de dire au Diomaye et à Sonko qu'il faut harmoniser la communication. On accusait le président Macky Sall de ne pas avoir une bonne communication. Mais c'est pire ici. C'est pire, hein? C'est pire. Les on là, quand il va jusqu'au Mali, tu dis on. On, ça veut dire quoi? Ah ouais. Au moins nous, Mhm. mais on. Qui a dit on? Sonko, Ah ouais. il a encore dit on.
comme il avait dit on d'ailleurs quand il parlait de Mais de justement, à foulard. propos de Ousmane Sonko, il est allé au Rwanda pour, disons, fêter, entre guillemets, le 4e mandat de Paul Kagame. Alors que là, les gens l'accusent de s'être battu corps et âme contre le 3e mandat de Macky Sall. Est-ce qu'il y a une cohérence de ce côté? Oui, on peut dire que ça n'a pas forcément quelque chose à voir. Mhm. Le Rwanda a ses réalités, hein. Le Rwanda, c'est pas le Sénégal. Mais Paul Kagame a modifié la Si, constitution si, je pour se sais. maintenir au Oui, je pouvoir sais. jusqu'en Il 2038. pouvait, il Ne pouvait. serait-ce que symboliquement, lui, en tant que Oui, mais, qui s'est beaucoup donné contre oui, le mais 3e mandat. comme je l'ai dit, d'autant plus qu'il n'y a pas de démocratie au Rwanda, hein, Hein. au vrai sens du mot. Il n'y a pas de démocratie. Les juges affectés à Tamba, il y a beaucoup de supputations, beaucoup d'hypothèses qui sont soulevées. Quel est votre commentaire? Écoutez, je C'est crois une que. punition ou Oui, mais quand on les regroupe et qu'on les affecte, oui, en un seul coup? oui, ça a tout l'air d'une punition. Et c'est mauvais. Mm. Pourquoi pas les affecter à Fatick ou ailleurs, Saint-Louis, pourquoi tout le monde à Kataba? Ça peut ressembler à ça. Mm. Maintenant, il y a le principe de l'inamovibilité du juge. Est-ce que les juges vont attaquer la décision? C'est leur droit. Mm. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on va évoquer la nécessité de service? Est-ce que l'État peut avoir raison en disant c'est la nécessité de service? Oui, certainement. Parce qu'eux aussi ne peuvent pas refuser d'être affectés. Mm. Mais ce qui est suspect, c'est qu'ils soient regroupés et affectés dans une localité comme ça. Mm. C'est ça qui est suspect. Et qu'il fallait éviter. Prêter le flanc. Et Euh, on a nommé de nouveaux juges normalement à leur place et sur fond de construction d'une prison à Diamniadio qui fait 2500 places. Alors, l'APR, dans un communiqué, avait dénoncé une chasse à sorcières qui est en train de se préparer. Et là aussi, est-ce qu'on ne va pas installer le pays dans une instabilité là d'où on vient? Est-ce qu'on ne va pas, est-ce qu'il n'y a pas de risque de retour à la case départ? Possible, mais je ne crois pas. Les juges ne sont pas là pour exécuter ce que veut un gouvernement, hein. Mm. Ça, c'est un mythe. Vous avez vu des procureurs qui sont sous tutelle se lever et plaider contre le pouvoir. On l'a vu avec Ousmane Diagne, on l'a vu avec la dame là, la procureure, l'avocat général, l'avocate générale là. Et Les... donc, pourquoi les punir? Non, non, j'ai dit, Ouais. c'est une impression. Oui, ouais. Les gens partent d'impression. Ouais. C'est une perception de l'opinion, quoi. Ouais. Ouais. Y compris des hommes politiques qui attaquent des magistrats. Mhm. Vous vous rappelez de Samba Sall? Mhm. On l'avait tellement attaqué. Quand il est mort, on a dit pourtant il était bien. Ouais. J'ai dit c'est lâche. Mhm. Les juges font le travail. Mhm. Il y a un droit pénal, ce qu'on appelle le principe de l'irresponsabilité des juges. Ça veut dire que le juge ne peut pas être poursuivi dans le cadre de son travail. Par exemple, vous ne pouvez même pas poursuivre un procureur parce qu'il vous a mis en prison, en détention. Vous ne pouvez pas poursuivre un juge parce qu'il vous a mis en prison, il vous a jugé de telle ou telle manière. C'est ça le principe de l'irresponsabilité pénale du juge. Mhm. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, c'est pour ça qu'on a instauré le principe de l'inamovibilité. Pour qu'on ne sanctionne pas les juges parce qu'on l'a fait là-bas pour éviter qu'ils soient ici. Voilà. Tout ça, on l'a prévu. Mhm. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des appréhensions. Ouais, ouais, Les ouais. juges sont comme vous et moi. Ils ont leur dignité. Mhm, Vous mhm. croyez que le juge, une fois nommé, on peut lui faire faire ce qu'on veut? Mais non. Si le juge d'instruction était corrompu, Samba Sall, l'affaire Sud Botila, Non, là, on ne parle que des dossiers purement politiques où il peut y avoir risque de... Voilà, c'est pour que le pareil. régime... ouais. C'est pareil. Je parle de tous les dossiers. Mhm. Aujourd'hui, si la justice était vraiment corrompue, Diomaye ne serait jamais candidat. Mhm. Le président Macky Sall, on va peut-être terminer par là-bas, le président Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, ne jouit toujours pas, en tout cas à notre connaissance, de tous les privilèges et avantages qu'aurait dû lui conférer son statut de chef d'État, d'ancien chef d'État. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas d'émolument en termes de liquidité de la part des nouvelles autorités de l'État du Sénégal. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de sécurité, il n'a pas de secrétaire, rien n'a été mis à sa disposition, ni argent, ni personnel, depuis lors, disons, il se nourrit grâce à ses propres poches, quoi, comme on dit. Alors, depuis lors, ça fait 4 mois, peut-être même un peu plus,
Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Est-il tombé en disgrâce vis-à-vis des nouvelles autorités? Supposons que ce soit vrai. Je ne suis pas sûr. Mais si c'est vrai, ça peut s'expliquer par une raison simple. Le président Macky Sall n'est pas là. Il est en mission. Il travaille. Il est à l'extérieur. Il n'est pas au Sénégal. Vous allez lui affecter la sécurité où? Où? Est-ce qu'il faut... Abdou Diouf est à l'étranger, mais il bénéficie des Oui, mais émoluments. Abdou Diouf, peut-être qu'il est fixé à l'étranger. Il est quelque part, bien connu. Il est fixé dans un domicile. Là, oui, on peut. Mais si Macky Sall est en mission partout, là, je ne sais pas. Au nom de la France, c'est à force de lui assurer De la le sécurité. gérer. Oui. Ou bien, Mhm. bon, je suppose. Ça, c'est des questions techniques administratives. Ce n'est pas des questions politiques. Hein? Mais y a-t-il risque qu'avec les tiraillements qu'il y a eu Aucun, avec PASTEF, aucun risque. qu'on ne lui accorde pas ces privilèges-là? Pourquoi? Non, c'est une Oui, question. je dis on est dans un état de droit. C'est Mhm, pour ça que je dis ce n'est pas des questions mhm. politiques, c'est des questions administratives et techniques. Donc, il recevra. Tout. Ouais. Parce que c'est l'administration. Mhm. Parce que c'est son droit. Mm. Parce qu'on ne peut pas priver quelqu'un de son droit. D'accord. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. OK. Alors, nous recevions le journaliste, analyste politique, chroniqueur, M. Hassan Samb. Donc, M. Hassan Samb, merci Merci à d'avoir vous. encore une fois répondu à notre invitation, accédé à notre requête. Et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs et téléspectatrices dimanche prochain pour pour un autre numéro de temps d'antenne. Nous vous laissons vous aussi Ben, écoutez, dire ça a un été mot à l'endroit des... Ouais. des téléspectateurs, Mhm. des auditeurs. Bien sûr. Très heureux, très content d'avoir été là. Merci. Je vous Merci. renouvelle mes encouragements pour que vous alliez plus loin encore dans cette noble tâche d'informer le public. Merci et bon courage. Merci. C'était temps d'antenne. À dimanche prochain. À la prochaine fois.